Aujourd'hui, nous allons parler de bail à ferme, mais peut-être qu'avant de parler de bail à ferme, je voudrais tout d'abord vous présenter nos excuses pour la suppression de l'agri-web binaire précédent sur le permis d'environnement, mais les organisateurs ont prévu ultérieurement de prévoir un nouvel agri-web binaire sur ce sujet dans les prochaines semaines. Voilà, tout d'abord, il y aurait quelques petites consignes à vous rappeler. Donc aujourd'hui, nous allons parler de bail à ferme avec Corentin Moreau. Corentin travaille à la direction de l'aménagement foncier rural. Il aura l'occasion de se présenter. Et donc tout d'abord, j'insiste sur le fait que cette présentation est enregistrée et qu'elle sera mise ultérieurement à votre disposition. Nous allons faire un exposé, donc Corentin va vous présenter à peu près pendant 45 minutes, et ensuite il y aura une séance de questions-réponses. Alors au-dessus, vous voyez toute une série d'onglets, dont conversation, Q et R pour questions et réponses, autres, caméra, microphone, etc. Donc pour faciliter, puisque vous êtes en grand nombre, les caméras et les microphones sont coupés. Alors on vous suggère donc les caméras et micros sont coupés. On vous suggère de poser toutes vos questions dans l'onglet Q et R. Donc n'hésitez pas à poser les questions. Mes collègues feront une synthèse et pendant le dernier quart d'heure, Corentin Moreau répondra à vos questions. Voilà, je pense que la première question que je vais poser à Corentin, c'est le plus simple, c'est qu'en quelques mots, il se présente et qu'il présente également le service dans lequel il travaille. Voilà, Corentin, je te laisse partager ton diaporama et répondre à la première question. Bonjour à toutes et à tous. Je vais partager mon diaporama. Benoît, si tu pouvais juste me confirmer que ça fonctionne quand ça apparaîtra à l'écran, ce serait parfait. Alors, il faudrait que tu mettes le diaporama. Voilà. Tu cliques sur l'onglet diaporama en bas peut-être. Voilà, Voilà, c'est très bien. c'est parfait. Voilà, Corentin, en quelques mots, peux-tu te présenter? Je vous le Oui, dis donc, déjà à l'avance, il est peut-être juriste, mais il connaît très bien le monde agricole. Présente-toi. merci Benoît. Donc, je suis effectivement, comme Benoît l'a dit, juriste. Je suis moi-même du monde agricole. Mon père est agriculteur, donc c'est un monde que je connais assez bien. Et je me suis spécialisé depuis quelques années sur toutes les questions agricoles et particulièrement sur les questions du bail à ferme. Alors, je travaille, comme Benoît l'a dit, au sein de la direction de l'aménagement foncier rural, hein, donc au niveau du service public Wallonie, à la région Wallonne. Et je travaille plus spécifiquement pour l'Agence du foncier agricole wallon. L'Agence du foncier agricole wallon, c'est quoi? C'est un service qui a été mis en place au niveau de la région wallonne l'année passée. Et l'objectif de ce service, c'est de travailler sur la question de l'accès au foncier pour les agriculteurs, puisque on le sait toutes et tous ici, et vous qui êtes derrière votre écran, que c'est une problématique qui est de plus en plus importante, avec, on le sait, des prix du foncier qui augmentent, mais aussi une diminution du recours au marché locatif, une diminution de l'usage du bail à ferme. Et qui donc préoccupe beaucoup de gens parce que c'était ça qui faisait que l'agriculture pouvait prospérer, se transmettre, etc., quoi. Et donc, le service de l'Agence du foncier agricole wallon, il a été créé pour répondre à cette thématique-là, pour travailler sur ces thématiques-là et pour proposer des pistes d'amélioration. Alors, que faisons-nous? On fait trois choses. Première chose, on observe. Donc, c'est nous qui avons en charge le rapport de l'Observatoire du foncier qui examine les marchés, notamment qui publie chaque année, vous en avez certainement entendu parler, l'évolution des prix de vente. Mais on ne fait pas que ça, on examine aussi comment les terres s'échangent entre les agriculteurs, les non-agriculteurs, qui achètent, qui vend les terrains, comment les terres sont louées, quels sont les baux qui sont principalement utilisés. Voilà, on examine toutes ces dynamiques-là sur les marchés fonciers. Mais l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est de voir petit à petit comment le foncier évolue, vers qui il va, qui le détient, est-ce qu'il y a des phénomènes de concentration, etc. Et puis derrière, eh bien, on présente nos chiffres et on propose des choses aux politiques pour améliorer la situation. Ça, c'est le premier boulot, c'est le boulot de l'observation. Le deuxième boulot, c'est de travailler sur la location.
et plus spécifiquement sur le bail à ferme. Et donc, on a un travail de regarder ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans le bail à ferme, mais aussi de travailler sur tout ce qui est vulgarisation du bail à ferme. Donc, vous retrouverez sur notre site internet que vous retrouverez à l'écran ici, hein, qui est un lien cliquable que vous pourrez avoir quand ma présentation sera finie et vous sera envoyée. Eh bien, quand vous cliquez sur ce lien, vous tombez sur notre site internet avec les 3 missions de l'agence, hein, à gauche de l'écran: observer, louer, acquérir. Observer, c'est pour l'observatoire. Louer, c'est évidemment pour la location, avec toute une vulgarisation du bail à ferme. Parce qu'évidemment, on le sait toujours que c'est une matière qui est un peu complexe, qui souvent est assez méconnue des gens et même des agriculteurs, alors que ce sont les principaux concernés, mais qui, vu sa complexité, parfois est compliqué à intégrer. Eh bien, on a essayé de vulgariser ça au maximum, et non seulement de vulgariser ça, mais en plus de mettre plein d'outils à disposition, tant des agriculteurs que des propriétaires. On a des modèles de baux, des modèles de courrier, on a la question des fermages qui se retrouvent sur notre site, les avantages à rentrer dans le bail à ferme, que ce soit au niveau de la fiscalité, des fermages, les questions de transmission du bail, hein, quand vous vous posez des questions, quand vous devez transmettre un bail à votre enfant, par exemple, comment ça se passe, comment on écrit un courrier de cession privilégié, ce genre de choses. Eh bien, tout ça se retrouve sur notre site internet, et vous avez des possibilités de nous poser en direct des questions avec un numéro de contact et une adresse mail de contact. On a mis ça non seulement à votre disposition sur notre site internet, mais en plus, on se rendait compte que, notamment au niveau de la publicité pour les biens qui étaient remis en location par les propriétaires publics, type CPS, communes, fabriques d'églises, eh bien, on se rendait compte que parfois il y a des annonces qui étaient manquées par les agriculteurs. Or, on sait que les biens qui sont loués par les propriétaires publics, c'est un enjeu pour les agriculteurs. Ça peut leur permettre d'accroître leur exploitation, même de démarrer leur exploitation. Et normalement, dans les critères qui sont utilisés pour départager les candidats, eh bien, on doit favoriser les jeunes, ceux qui n'ont pas beaucoup de terre, etc. Mais parfois, ces gens-là loupaient les annonces. Et donc, on a mis en place, hein, vous voyez dans le dernier petit point, un onglet sur les annonces locatives, où tous les propriétaires publics peuvent venir poster les annonces. Et les agriculteurs peuvent venir consulter ces annonces, et les agriculteurs peuvent même s'inscrire à un système de newsletter. Donc vous voyez en haut à droite de l'écran, vous pouvez vous inscrire à un système de newsletter, c'est-à-dire que chaque fois qu'un bien est remis en location par un propriétaire public, vous recevez un mail vous informant que le bien est remis en location, les délais pour remettre offre, etc. De cette manière-là, vous ne devez plus scruter les panneaux sur les terrains, vous ne devez plus scruter votre journal de presse agricole, vous ne devez plus scruter le site internet de la commune, du CPS, de la région wallonne. Vous avez ces informations en temps réel qui tombent directement dans votre boîte mail. Donc voilà un petit peu au niveau des annonces et du job de l'agence. Et enfin, le dernier job de l'agence, c'est aussi d'accompagner tant les bailleurs, donc de répondre à leurs questions, que les locataires, les agriculteurs, également bien les propriétaires publics quand ils ont des questions pour le bail à ferme. On est vraiment là pour vous accompagner là-dedans. Et enfin, le dernier boulot de l'agence, c'est d'acquérir, quand il y a des ventes de biens publics, eh bien, l'agence a un droit de préemption, un droit de préférence qu'elle peut exercer pour éviter que les biens publics fuitent et permettre que les biens publics continuent à être mis à disposition des agriculteurs. Voilà un petit peu ce pourquoi je travaille et les missions de l'agence. Merci Corentin. Maintenant, la deuxième petite question que je souhaiterais te poser, est-ce qu'en quelques mots, tu peux présenter le contexte historique du bail à ferme et son évolution pour un peu recadrer l'agri-web binaire de ce jour? Oui, tout à fait, Benoît. Donc, alors, le principe du bail à ferme, c'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête quand on veut comprendre le bail à ferme et comprendre pourquoi certaines dispositions ont été intégrées dedans. L'objectif du bail à ferme, c'est de protéger l'agriculteur et sa famille. Parce qu'on a en région wallonne un modèle d'agriculture qu'on dit familiale. Et en tout cas, à l'époque où le bail à ferme a été créé, s'est construit, eh bien, le modèle d'agriculture familiale, c'était un modèle d'agriculture qui se transmettait de parents en enfants. Alors, c'est plus toujours le cas aujourd'hui, et c'est de moins en moins le cas, mais ça existe toujours. Et en tout cas, ce modèle, il est toujours existant dans le bail à ferme, et c'est toujours ça qui est en priorité privilégié dans le bail à ferme. Alors,
Dès l'instant où on voulait protéger l'agriculteur et sa famille, eh bien, le bail à ferme a mis en place des choses qui permettent de protéger l'agriculteur. La première chose qu'il a mis en place, c'est de dire, eh bien, le bail à ferme, il va venir protéger un agriculteur dès l'instant où eh bien, les conditions sont réunies pour qu'il y ait bail à ferme, quel que soit le contrat signé par l'agriculteur, que le contrat indique ceci n'est pas un bail à ferme, ou les parties marquent accord sur le fait de ne pas être soumis à la législation sur le bail à ferme, eh bien, quel que soit le contenu du contrat qui est conclu entre un propriétaire et un agriculteur, si un juge estime que les éléments sont réunis pour qu'il y ait un bail à ferme, eh bien, il dira il y a un bail à ferme et l'écrit qui existe entre les parties n'a pas de valeur. Ça, c'est la première chose. Pourquoi est-ce qu'on a créé ça? Eh bien, évidemment, parce qu'à partir du moment où on voulait créer une loi qui voulait protéger le locataire, on ne devait pas permettre aux propriétaires d'y déroger aussi facilement que ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on a prévu des longues durées au contrat parce que, eh bien, on considérait que l'agriculteur, il a besoin et il fait des investissements sur de très longues années, sur de très longues périodes, et donc on doit le protéger sur de très longues périodes aussi. Et donc c'est pour ça que les durées des contrats, elles ont été décidées par rapport à ces longues durées d'investissement. Euh, c'est pour ça aussi qu'il y a la liberté de culture dans le bail à ferme, c'est-à-dire que le propriétaire ne peut pas vous imposer eh bien, une certaine manière de cultiver un terrain. Je prends l'exemple tout bête, hein, un propriétaire ne peut pas venir imposer de cultiver en bio, par exemple, au niveau du bail à ferme. Pourquoi? Eh bien, parce que l'agriculteur est avant tout un entrepreneur qui fait face à des risques, et notamment le risque, ben, c'est les cours mondiaux hein, et le marché. Et donc, il doit pouvoir s'adapter à tout moment pour pouvoir s'adapter à la loi de l'offre et la demande, évidemment. Et donc, pour ça, il faut lui garantir une liberté de culture sur les terrains qu'il loue. C'est pour ça aussi qu'on a mis en place un droit de préemption, c'est-à-dire que, eh bien, à partir du moment où un locataire est protégé par le bail à ferme, si à un moment donné son propriétaire vend, eh bien, potentiellement, le locataire va perdre son terrain parce que celui qui acquérerait le terrain serait par exemple un agriculteur qui mettrait le locataire dehors avec le congé pour exploitation personnelle. On y viendra après. Eh bien, pour protéger le locataire, le législateur a mis en place un droit de préemption qui permet au locataire d'acquérir le terrain aux mêmes conditions qu'un éventuel autre intéressé. C'est pour ça et c'est pour protéger l'agriculteur et sa famille que eh bien, la législation BFM a aussi mis en place des possibilités pour le locataire de céder son contrat à un de ses descendants sans accord du propriétaire. C'est notamment le cas de ce qu'on appelle, et de ce qui est bien connu dans le milieu agricole, la cession privilégiée. Enfin, et la dernière chose, c'est aussi pour ça que dans la législation bail à ferme, on a mis en place un fermage qui est limité, c'est-à-dire que le propriétaire ne peut pas demander plus que le fermage maximal fixé par la loi. Euh, la raison est simple, hein, eh bien, c'est qu'on a voulu limiter la concurrence économique entre des exploitations agricoles pour éviter des trop grands phénomènes d'agrandissement et donc privilégier l'agriculture et l'agriculteur et sa famille. Donc ça, ce sont des protections qui ont été peu à peu mises en place au fur et à mesure où la législation sur le bail à ferme s'est développée. Alors en 2019, il y a eu un léger rééquilibrage de ces droits accordés aux locataires parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des dérives euh, euh, suite à ces protections très importantes. Des dérives tant dans le chef des locataires que dans le chef des bailleurs. Il y a des bailleurs qui voulaient éviter le bail à ferme parce qu'il y avait trop de protection vis-à-vis du locataire. Et dans le même temps, il y a des locataires qui n'étaient pas ou plus agriculteurs et qui continuaient à profiter des protections offertes pour le bail à ferme. Et donc, la législation 2019, hein, la réforme de 2019, a essayé un petit peu de rééquilibrer ce rapport bailleur-locataire. Oui, peut-être avant de poursuivre, est-ce que tu pourrais apporter quelques petits éclaircissements concernant l'une ou l'autre définition? Tu as très souvent utilisé les termes propriétaire et locataire. Tu viens d'évoquer le terme bailleur. Peut-être serait peut-être intéressant de préciser les termes par exemple bailleur, preneur, congé. Je pense que ce sont des termes que tu vas très souvent utiliser dans ta présentation aujourd'hui. Oui, tout à fait, Benoît. Donc, peut-être quelques termes avant de commencer. Donc,
le principal, le bail à ferme, il y a un bail à ferme à partir du moment où un bailleur met à disposition une terre à un agriculteur qui va y exercer son activité agricole principalement. Ça, ce sont les critères pour qu'il y ait un bail à ferme sur un terrain. C'est-à-dire que, par exemple, un bailleur qui décide de conclure un contrat avec un agriculteur parce que l'agriculteur a des chevaux de loisirs, par exemple, sur le côté et qu'il veut les mettre sur un terrain, eh bien, ce contrat-là ne sera pas protégé parce que sur le terrain en question, il y aura les chevaux de loisirs de l'agriculteur et les chevaux de loisirs de l'agriculteur, ce n'est pas une activité agricole. Par contre, si ce même agriculteur conclut un contrat avec un bailleur pour y faire et pratiquer son activité agricole principalement, et bien dans ce cas-là, ce contrat sera protégé par le bail à ferme. Pour qu'il y ait un bail à ferme, il ne faut pas nécessairement d'écrit. C'est-à-dire que normalement maintenant, pour les nouveaux baux conclus à partir du 1er janvier 2020, il faut un écrit obligatoire, mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'écrit que le contrat n'existe pas. À partir du moment où il y a un accord entre un bailleur et un preneur pour mettre un terrain à disposition de l'agriculteur pour y exercer son activité agricole principalement, eh bien, il y a un bail à ferme. Donc ça, c'est une chose importante à retenir. Alors le bailleur, c'est qui? Eh bien, c'est la personne qui met à disposition le terrain à l'agriculteur. Preneur locataire, ça veut dire la même chose. Eh bien, c'est celui qui reçoit le terrain. C'est l'agriculteur qui reçoit le terrain sur lequel il va y exercer son activité agricole. Le congé, c'est quoi? Eh bien, c'est quand soit le bailleur, soit le preneur va de lui-même mettre un terme au bail à ferme. C'est-à-dire que le bailleur, parce qu'il est dans une des conditions prévues par la loi, eh bien, il va envoyer un courrier à son locataire en disant, eh bien, je mets un terme à notre bail à ferme. C'est lui qui décide de son propre chef de mettre un terme au bail à ferme. Ça, c'est ce qu'on appelle un congé. Le locataire peut également, de son côté, à un moment donné, mettre un terme au bail à ferme de son propre chef et envoyer un courrier à son bailleur en lui disant, eh bien, je décide de mettre un terme au bail à ferme. Quand ça vient d'une seule personne, c'est ce qu'on appelle un congé. Alors le congé, très souvent, il est assorti d'un délai de préavis. C'est-à-dire que souvent, on dit, ben, vous pouvez mettre un terme au bail à ferme, mais le contrat, il va encore courir pendant quelques temps, avant que la fin ne soit réellement effective. Si je prends par exemple le congé adressé du locataire vers le bailleur, donc le locataire décide de mettre un terme au bail à ferme, eh bien, il doit envoyer un congé à son bailleur, mais le délai de préavis est d'1 an. C'est-à-dire que le contrat ne prendra fin qu'1 an après l'envoi du congé. La résiliation amiable, c'est quoi? Ce sont les parties qui s'accordent entre elles. Donc le bailleur et le preneur s'accordent entre elles pour mettre fin au bail à ferme. Donc contrairement au congé où là c'est l'un ou l'autre qui décide de mettre fin, la résiliation amiable, ce sont les deux qui décident de mettre un terme au bail à ferme ensemble. Et cet accord est acté. Enfin, et dernier terme important, je pense, c'est la résolution judiciaire, c'est-à-dire qu'il y a l'une ou l'autre des parties qui va en justice, très souvent c'est le bailleur, il va en justice pour demander la fin du bail parce que généralement son locataire ne respecte pas le contrat. En tout cas, c'est ce qu'il invoque. Voilà. On va par exemple prendre un cas. Albert Durand est agriculteur. Il a la possibilité d'exploiter des terrains dont il n'est pas propriétaire. Quelles sont pour lui les différentes possibilités contractuelles? Est-ce que tu peux peut-être en faire une synthèse, mais en mettant également en évidence les dispositions qui sont applicables à partir du 1er janvier 2020? Alors, donc, pour les dispositions applicables à partir du 1er janvier 2020, c'est-à-dire que maintenant, vous êtes un locataire et vous avez la possibilité de signer un bail à ferme avec un propriétaire, eh bien, voici les 5 baux qui sont possibles. Alors, vous avez le bail classique, c'est un bail qui prévoit une première période supérieure ou égale à 9 ans, mais inférieure à 27 ans. Eh bien, cette première période sera suivie de 3 renouvellements automatiques de 9 ans. 2 mots à propos de ce bail classique. Si on ne dit rien dans le contrat de bail, c'est d'office une première période de 9 ans, suivie de 3 renouvellements automatiques de 9 ans. Si c'est un bail verbal, par exemple, c'est d'office un bail d'une première période de 9 ans. Maintenant,
c'est 3 renouvellements automatiques de 9 ans. Si vous faites le rétropédalage avant, eh bien avant, il n'y avait pas de maximum à ces renouvellements automatiques. Le bail se renouvelait de 9 ans en 9 ans sans jamais s'arrêter. Ici maintenant, on dit une première période plus 3 renouvellements de 9 ans. Et donc, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne des baux, par exemple, si on prévoit une première période de 9 ans, eh bien 9 ans plus 3 fois 9 ans, ça fait 36 ans au total. Eh bien, on a un bail d'une durée totale de 36 ans. Le bail de longue durée, c'est un bail d'une première période, ici supérieure ou égale à 27 ans. Donc le bail classique s'arrête quand la première période est inférieure à 27 ans. Le bail de longue durée commence quand le bail est d'une première période supérieure ou égale à 27 ans. Et lui, il sera suivi d'un seul renouvellement automatique de 9 ans. Le bail de carrière, lui, il est conclu pour une durée qui s'étale du moment où on conclut la convention jusqu'à l'âge légal de la pension. Mais attention que le bail de carrière n'est possible que pour un minimum de 27 ans. Ça veut dire qu'un agriculteur de 47 ans, par exemple, ne peut pas faire un bail de carrière parce qu'il atteindra l'âge légal de la pension avant le minimum de 27 ans. Ça veut dire également qu'une société ne peut pas faire un bail de carrière à son nom puisque la société n'atteint jamais l'âge légal de la pension. Le bail de fin de carrière, lui, c'est un bail qui n'a pas de minimum légal. Donc on pourrait même faire un bail de fin de carrière pour 3 ans. Mais le bail de fin de carrière, il prend aussi fin lorsque l'agriculteur atteint l'âge légal de la pension. Alors pourquoi est-ce qu'il n'a pas de minimum légal? Eh bien parce que le bail de fin de carrière ne peut être conclu qu'à la suite d'un bail qui arrive à échéance. Donc vous êtes en relation contractuelle avec un bailleur, hein. Par exemple, vous avez signé un bail classique avec un bailleur. Eh bien votre bail classique arrive à son terme. Vous aimeriez bien continuer à exploiter les terrains jusqu'à ce que vous atteigniez votre pension, eh bien, vous pouvez signer un bail de fin de carrière pour pouvoir terminer votre carrière sur le terrain. Par contre, vous êtes un agriculteur et vous voulez conclure un bail sur un nouveau terrain, eh bien, le bail de fin de carrière n'est pas possible parce que le bail de fin de carrière n'est là que pour prendre la suite d'un bail précédent. Et donc, il faut que vous soyez déjà locataire pour pouvoir faire un bail de fin de carrière. Enfin, le bail de courte durée, il est possible, donc c'est un bail de maximum 5 ans, il est possible uniquement pour des raisons particulières. Par exemple, c'est parce que le bailleur est en attente des sorties d'indivision, en attente de la fin d'études d'un de ses descendants. Pour les propriétaires publics, c'est en attente de l'affectation de parcelles à des fins d'intérêt général. Et donc, si vous n'êtes pas dans les conditions qui sont prévues pour le bail de courte durée, eh bien, le bail pourrait être considéré comme un bail classique. Donc, il faut évidemment vraiment pour le bailleur être très attentif à ce que le bail de courte durée respecte les cas dans lesquels il peut être conclu. Et s'il ne respecte pas les cas dans lesquels il peut être conclu, eh bien, il est requalifié en bail classique. Il est considéré comme un bail classique. Donc ça, c'est vraiment important. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Évidemment, parce que le bail de courte durée, comme c'est un bail de courte durée, comme son nom l'indique, eh bien, les parties ne voulaient pas, que le législateur ne voulait pas que tout le monde se précipite vers les baux de courte durée, alors qu'on est là quand même pour protéger l'agriculteur dans du long terme. Donc le bail de courte durée est un bail d'exception, uniquement possiblement conclu dans les cas très déterminés, très limitativement énumérés par la loi. Alors la question, évidemment, c'est que vous avez 5 types de baux à ferme. Lequel choisir? Qu'est-ce qu'il y a vraiment comme grosse différence entre tous ces baux? Les réflexions que vous devez avoir quand vous devez choisir entre ces types de bois fermes, tant si vous êtes un agriculteur que si vous êtes un bailleur, parce que les mêmes réflexes seront là entre un bailleur et un locataire. Eh bien, la question, c'est est-ce que vous voulez protéger votre outil de travail ou est-ce que vous voulez privilégier la transmission à vos enfants? Ça, c'est vraiment une grosse distinction qui vous permet de choisir le bail que vous allez vouloir conclure. Et en deux, est-ce que le montant de la location est important pour vous? Alors, globalement, la règle générale, eh bien, c'est de dire que plus vous allez vers des baux de longue durée et de carrière, plus votre outil de travail est protégé, mais plus vous allez payer cher et moins vous aurez de possibilités de transmettre le bail à votre enfant, à votre ou vos enfants. Par contre, plus vous allez vers des baux classiques,
moins vous protégez votre outil de travail, moins vous allez payer aussi, mais plus vous aurez des possibilités de transmission à vos enfants qui sont étendues. Alors, ce sont des principes généraux, mais qui vous permettent d'avoir vraiment en tête vers quel type de bail vous allez vous diriger. Et vous allez comprendre pourquoi tout de suite. Eh bien, si on prend le cas de la cession privilégiée, hein, je vous ai dit, est-ce que vous voulez plutôt protéger votre outil de travail ou est-ce que vous voulez plutôt privilégier la transmission à vos enfants parce que vous savez que vous avez un de vos enfants qui va bientôt reprendre l'exploitation agricole? Eh bien, en fait, c'est la question des cessions ou successions privilégiées. Les cessions privilégiées, hein, donc la possibilité pour le locataire de céder le bail à un de ses descendants avec pour effet de redémarrer le bail à zéro, eh bien, ces cessions ou successions privilégiées, elles sont possibles dans le cadre des baux classiques. Par contre, elles ne sont pas possibles dans le cadre des autres baux. Avec une petite incertitude, c'est concernant le bail de longue durée durant le renouvellement de 9 ans, où là on ne sait pas trop parce que la loi n'est pas claire. Et donc, c'est clair que quand vous allez conclure un bail, cette différence-là, elle est vraiment importante, elle est vraiment importante à garder en tête. Vous êtes dans du bail classique, vous avez la possibilité de faire des cessions privilégiées, vous êtes dans des autres baux, vous ne l'avez pas. C'est non seulement important pour vous de le savoir, mais c'est aussi important pour le bailleur. Parce qu'évidemment, le bailleur, si il y a une possibilité de cession privilégiée, ça veut dire que le bail qu'il signe avec vous, locataire, vous, agriculteur, eh bien potentiellement, il ne sait jamais quand il va se terminer. Tandis que si c'est un bail avec des cessions privilégiées qui sont interdites, eh bien il sait quand son bail va se terminer. Donc évidemment, dans son chef, c'est un élément important à avoir. Ça, c'est pour la transmission aux enfants. Maintenant, concernant la protection de l'outil de travail. Euh, la protection de l'outil de travail, ça veut dire quoi? Ça veut dire vous allez signer un bail pour une certaine durée, mais la question à vous poser, c'est OK, vous allez signer par exemple un bail classique. Vous savez que le bail classique, c'est pour une durée, un bail classique de 9 ans. Vous allez être parti pour 36 ans, mais la question quand même à vous poser, c'est est-ce qu'à un moment donné, mon bailleur pourrait mettre un terme au contrat plus tôt? Ou est-ce qu'à un moment donné, mon bailleur pourrait décider de vendre mon terrain à quelqu'un qui, lui, pourrait me mettre dehors? Et donc, évidemment, pour votre outil de travail, si le bail permet de mettre un terme au plus tôt, eh bien, votre outil de travail, il est quand même pas si protégé que ça, quoi. Et donc, il faut avoir en tête, quand vous allez conclure des baux à ferme, lesquels vous protègent le plus au niveau de votre outil de travail, lesquels vous protègent le moins. Alors, globalement, je ne vais pas rentrer vraiment dans les détails à fond, mais il y a 5 vraiment congés qui sont possibles. Donc, congés, c'est-à-dire qui permettent de terminer le bail plus tôt. Vous avez le congé pour bâtir. Le congé pour bâtir, c'est pour les surfaces à construire, etc., qui permettent aux bailleurs de mettre un terme au bail pour bâtir dessus. Ça concerne des surfaces limitées, et donc, ce n'est pas super important pour vous vraiment d'avoir en tête cet élément-là. Le congé pour vendre, alors il y a une petite erreur dans le slide, c'est pour vendre et pas pour aliéner. Le congé pour vendre, c'est un nouveau congé qui est possible uniquement pour les nouveaux baux et qui prévoit cette clause dans le contrat. Il est possible pour tous les contrats, c'est-à-dire que c'est une clause qui permet au bailleur de, à un moment donné, vendre maximum 10% d'un ensemble de parcelles d'un seul tenant ou maximum 2 hectares. Qui figure dans le contrat de bail, le congé peut être utilisé une seule fois. Eh bien, ce congé, il est possible pour tous les baux. Et donc, évidemment, il faut vraiment être attentif à ça quand vous concluez un bail, si votre bailleur l'intègre dans le contrat. Et ce congé, il est possible dans tous les types de contrats. Donc ça, c'est vraiment important à avoir en tête. Il y a un congé pour tout aliéner, c'est-à-dire que le bailleur pourrait, à un moment donné, mettre un terme au contrat pour aliéner tout ce qui fait l'objet du contrat, donc toutes les parcelles qui vous sont louées. Aliéner, ça veut dire donner, vendre, c'est tous les changements de propriété. Eh bien, le congé pour aliéner, il n'est possible que dans le cadre du bail de longue durée et uniquement à la fin de la première période. Ça veut dire que quand vous signez un bail de longue durée, vous êtes protégé durant les 27 premières années. On ne pourrait pas vous mettre dehors, en tout cas pour cette raison-là. Congé pour intérêt général, on ne va pas en parler parce que c'est un congé qui est très peu utilisé. Mais par contre, on va plus parler du congé pour exploitation personnelle, et ça, c'est vraiment important à avoir en tête. Ce qu'il faut retenir par rapport à ce congé pour exploitation personnelle, c'est qu'il y a beaucoup plus de possibilités de le donner pour le bail classique.
C'est-à-dire que le congé peut être donné à la fin de la première période dans le bail classique, à la fin de la deuxième période, et après à n'importe quel moment au-delà de la troisième période d'occupation. Donc, quand vous signez un bail classique, vous avez toujours le risque à un moment donné que votre bailleur vienne mettre un terme au contrat pour exploiter les terres personnellement en tant qu'agriculteur. Alors, c'est pas aussi facile que ça de mettre le congé pour exploitation personnelle, mais c'est un risque. Et c'est un risque aussi qu'à un moment donné, votre bailleur décide de vendre les terrains et que celui qui achète les terrains, si vous n'exercez pas votre droit de préemption, eh bien, ils vous remettent ce congé pour exploitation personnelle. Le bail de longue durée lui permet le congé pour exploitation personnelle, mais uniquement à la fin de la première période. Donc vous êtes protégé durant les 27 premières années de nouveau, ou soit à la fin de la première période ou au moment où l'agriculteur est retraité. Bail de carrière, aucune possibilité de congé pour exploitation personnelle. Un bail de courte durée, oui, si le locataire est retraité, mais bon, c'est très très rare. Et le bail de fin de carrière, pas de possibilité non plus. Donc, ce qu'il faut retenir par rapport à ça, c'est que globalement, votre outil de travail est très fortement protégé en cas de bail de longue durée et de carrière, parce que justement, les possibilités de congé pour exploitation personnelle sont pas ou peu existantes. Et donc, même si votre propriétaire vend, vous êtes relativement protégé. Vous savez qu'un acquéreur, déjà, il n'y en aura pas beaucoup. Et en plus, un acquéreur ne pourrait pas vous mettre dehors. Euh, Par contre, en bail classique, quand vous êtes en bail classique, eh bien, vous avez ce risque qui est quand même relativement plus important. Donc voilà un petit peu. Donc vous savez que si vous allez vers du bail classique, vous avez la possibilité de faire des sessions privilégiées. Mais par contre, le bail classique permet des congés pour exploitation personnelle. Donc potentiellement, à un moment donné, on pourrait vous mettre dehors pour que les terrains soient exploités par un agriculteur. Tandis que si vous allez vers des baux de longue durée, les sessions privilégiées ne sont pas possibles, mais par contre, vous êtes beaucoup plus protégé au niveau du congé pour exploitation personnelle. Et donc, au niveau du choix du type de bail, eh bien, votre raisonnement, il va osciller entre ces deux éléments-là. Alors enfin, eh bien, le montant de la location, eh bien, plus vous allez aller vers des baux de longue durée ou de carrière, plus vous allez payer du fermage. Alors, ça reste des montants qui ne sont pas prohibitif. On reste sur un fermage qui est fixé par la loi, donc on n'est pas dans de la libre concurrence, mais donc en moyenne en région wallonne, les fermages, c'est de l'ordre de 250 euros, parfois un peu plus, parfois un peu moins, et l'augmentation maximale pour les baux de longue durée de carrière, eh bien, c'est 50% pour les terres et 25% pour les bâtiments. Comme ça, vous avez en tête ces éléments-là. Alors, à côté des baux à ferme, vous avez d'autres types de contrats qui existent. Vous avez ce qu'on appelle le contrat gratuit, le commodat ou pré-usage. C'est tous les noms qu'on donne à ce contrat. Le principe, c'est qu'à partir du moment où vous exploitez une terre et que vous ne payez pas de loyer, et quand je dis loyer, c'est quand vous ne donnez pas de contrepartie. Une contrepartie, ça peut être le versement d'un montant, le paiement de la main à la main. Ça peut être une prestation en nature. Tu me donnes le terrain en exploitation et à côté, je me charge de faire ça pour toi. Ça peut aussi être un paiement au produit de ferme. Je te donne le terrain en location et en échange, tu me donnes une partie de ta production. Euh, mais à partir du moment où il n'y a pas de contrepartie du tout, eh bien, il ne saurait pas y avoir de bail à ferme. Même si le locataire, enfin, même si l'agriculteur exploite le terrain depuis X années, même si l'agriculteur déclare les terrains à la PAC, ça ne change rien du tout. À partir du moment où il n'y a pas de contrepartie à l'usage d'une terre, eh bien, le contrat est gratuit. Or, le bail à ferme est un contrat payant. Et donc, dès l'instant où le contrat n'est pas payant, eh bien, il n'y a pas de bail à ferme. Le problème du commodat, entre guillemets, pour le locataire, pour l'agriculteur, eh bien, c'est que c'est un contrat qui permet beaucoup de choses. C'est-à-dire, on peut donner des durées relativement libres, on peut imposer certaines choses dans le commodat. Donc voilà, c'est la difficulté du commodat pour l'agriculteur. Enfin, le deuxième contrat qui est régulièrement utilisé, c'est le contrat de culture. Pour qu'un contrat de culture soit conclu et qu'un agriculteur échappe à la loi sur le bail à ferme, il faut 5 conditions. Il faut qu'il soit d'une durée inférieure à 1 an. Il faut que ça soit conclu d'un agriculteur vers un autre agriculteur. Donc un propriétaire non agriculteur, eh bien, il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas faire ça, et s'il le fait, c'est requalifié en bail à ferme.
Euh, celui qui donne le terrain à l'autre agriculteur, il doit faire les travaux de préparation et de fumure, donc il doit préparer la terre. Il faut un paiement, il faut que ça soit fait pour une culture déterminée. Alors, il y a des conditions qui ne figurent pas dans la loi, mais qui sont été établies par les cours et tribunaux. Donc, le fait de multiplier les contrats de culture peut conduire à un bail à ferme. Donc, on sait qu'il y a des agriculteurs qui ne font plus que des contrats de culture avec d'autres agriculteurs. Eh bien, ces contrats pourraient à un moment donné être requalifiés en bail à ferme parce que on considère qu'en fait, on utilise le contrat de culture pour dévier du bail à ferme. Le contrat de culture, normalement, c'est un contrat qui est ponctuel. On ne peut le faire que dans une rotation culturelle ou parce qu'on a un souci de santé à un moment donné, mais ça reste quelque chose de ponctuel. Alors, le petit cas particulier des contrats de vente de récolte sur pied, notamment la vente d'herbe, mais il y en a d'autres de vente de récolte sur pied. Normalement, si ça reste on vend et tu n'as accès à la parcelle que à des dates fixées dans le contrat pour venir ramasser la récolte, ça reste des contrats de vente et donc ce ne sera pas requalifié en bail à ferme, même si par exemple c'est fait par un non-agriculteur parce que c'est de la vente et pas parce que c'est de la location. Donc, la vente de récolte sur pied pure et simple n'est même pas un contrat de culture. Voilà, Benoît. Oui, bien nous allons poursuivre. Tu as déjà évoqué plusieurs fois dans ton exposé le congé, mais un propriétaire annonce à un preneur qu'il a l'intention de reprendre une parcelle. Quelles sont les différentes situations possibles et quelles sont les démarches que le bailleur doit effectuer et comment est-ce que l'agriculteur peut-il éventuellement réagir s'il constate que la législation n'est pas correctement appliquée par le bailleur? Alors, pour récupérer l'usage d'un terrain en tant que bailleur, il a quatre solutions. Soit il attend la fin du contrat de bail, c'est la plus simple. Soit il négocie un accord avec le locataire, hein. L'accord doit être acté par un acte authentique, donc devant un notaire, ou devant un juge de paix. Et si ce n'est pas le cas, eh bien cet accord n'a pas de valeur légale. Et cet accord est librement négocié, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un échange d'indemnités, ce genre de choses. Il peut aller en justice, hein, avec la résolution judiciaire, mais dans ce cas, il doit démontrer une faute de la part de son locataire. Ça peut être le cas, par exemple, lorsque le locataire n'a plus d'activité agricole réelle, qu'il multiplie les contrats de culture, par exemple. C'est la cause la plus fréquemment invoquée quand il ne paye pas son fermage, quand il n'entretient pas bien les lieux loués, etc. Soit, eh bien, le bailleur est dans le cas, dans un des cas prévus par la loi pour donner un congé, et donc il va remettre le congé à son locataire. Alors, je vais mettre le focus sur deux choses. Un, la fin du bail, et deux, donner congé, puisque c'est les cas les plus sur lesquels faut s'attarder un petit peu. Alors, quand est-ce qu'un bail prend fin? Eh bien, notamment, je vais vous rappeler un petit peu, parce que quand vos anciens baux conclus avant le 1er janvier 2020 vont se terminer, hein, parce que c'est ça le risque, évidemment. Vous êtes toutes et tous, vous qui écoutez cette conférence, vous avez toutes des vieux baux, hein, conclus avant le 1er janvier 2020. Or, moi, je vous ai expliqué avant ce qui se passait pour les nouveaux baux, quand vous alliez conclure un nouveau bail, mais vous, vous avez des vieux baux, alors qu'est-ce qui va se passer pour vous? Est-ce que votre bailleur, est-ce qu'il va bientôt pouvoir récupérer ces terrains parce que vos baux, ils vont arriver à leur terme? Eh bien, le principe, c'est qu'avant, il y avait que trois types de baux. Il y avait les baux classiques, les baux de longue durée et de carrière. Le principe pour les baux classiques, eh bien, c'est qu'on applique immédiatement les nouvelles durées aux baux anciens, c'est-à-dire une première période d'occupation plus 3 fois 9 ans. Mais la loi a prévu une période tampon pour ne pas surprendre le locataire. Donc, si quand vous appliquez ces nouvelles durées, eh bien, le bail prend fin avant avant le 31 décembre 2037, eh bien, le bail est prolongé jusqu'au 31 décembre 2037. Ça veut dire que si vous avez un bail classique qui a été conclu avant le 1er janvier 2020, eh bien, il ne se terminera jamais avant le 31 décembre 2037. Donc, vous êtes sécurisé avec vos baux classiques jusqu'au 31 décembre 2037. Donc, je donne deux exemples. Vous avez un bail de 9 ans qui a été conclu le 1er janvier 2000. Une fois 9 ans plus 3 fois 9 ans, on arrive au 31 décembre 2035. Eh bien, la loi dit, eh bien, période tampon, vous tombez dedans et donc votre bail est prolongé jusqu'au 31 décembre 2037.
Vous avez un bail classique de 18 ans qui a été conclu le 1er janvier 2000. 18 plus 3 fois 9, ça fait 45 ans au total. Eh bien, votre bail prendra fin le 31 décembre 2044. Et donc là, on respecte bien la fin prévue par le contrat. Pour les baux de longue durée conclus avant le 1er janvier 2020, de nouveau, on applique immédiatement les nouvelles durées. C'est une première période de 27 ans plus une fois 9 ans. Ici, si le bail prend fin avant le 31 décembre 28, eh bien, votre bail est prolongé jusqu'au 31 décembre 2028. Exemple, vous avez un bail de 27 ans qui a été conclu le 1er janvier 90. Une fois 27 ans plus une fois 9 ans, 36 ans au total. Il est censé se terminer le 31 décembre 2025. Eh bien, votre bail tombe dans la période tampon. Vous êtes prolongé jusqu'au 31 décembre 28. Vous avez signé un bail de 27 ans le 1er janvier 2000. Eh bien, une fois 27 plus une fois 9, votre bail se termine au 31 décembre 35. Là, ça fonctionne. Vous gardez votre durée de contrat de bail. Donc, autrement dit, aucun bail de longue durée ne se terminera de nouveau avant le 31 décembre 2028. Vous avez un bail de carrière conclu avant le 1er janvier 2020. Eh bien, normalement, dans les anciens baux de carrière, eh bien, votre contrat se termine à 65 ans. Mais ici, il y a une prolongation avec la nouvelle réforme. Votre contrat se terminera lorsque vous atteindrez l'âge légal de la pension. Voilà un petit peu pour les dates de fin des baux anciens. Et maintenant, donc ça c'est une première chose. Et l'autre chose, ben, le bailleur pourrait se dire, ouais, mais moi j'ai pas envie d'attendre la fin du contrat de bail de mon locataire. J'aimerais bien le mettre dehors maintenant. Euh, il y a des possibilités dans la loi sur le bail à ferme pour mettre son locataire dehors avant la fin du contrat. J'ai mis les plus fréquemment utilisées, mais il y en a d'autres. Mais voilà, ce sont celles qui se retrouvent le plus souvent dans les campagnes. Donc vous avez le congé pour exploitation personnelle, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ce type de congé n'est possible que pour les baux classiques très facilement et uniquement pour les baux de longue durée également, mais uniquement à la fin de la première période d'occupation. Il faut savoir que ces congés pour exploitation personnelle, eh bien, ils sont quand même très encadrés par la législation sur le bail à ferme. Ce n'est pas aussi simple que ça de donner un congé pour exploitation personnelle. Donc non seulement il y a des délais et des périodes dans lesquelles on peut donner ce type de congé, mais en plus de ça, il faut respecter, donc le bailleur doit respecter certaines choses quand il remet ce congé pour exploitation personnelle. Notamment, il y a des conditions d'âge et d'expérience dans le chef du bailleur. On ne permet pas ce congé pour des personnes, des bailleurs trop âgés. On ne permet pas ce congé quand ça a pour effet de trop ébranler l'exploitation agricole du locataire, notamment quand le locataire est agriculteur à titre principal. Euh, donc voilà un petit peu les balises pour ce congé pour exploitation personnelle. Vous avez le congé pour bâtir, pour des terrains à bâtir, le congé pour vendre, uniquement possible quand il y a une clause qui est intégrée dans le contrat. Donc c'est uniquement possible pour les nouveaux baux conclus à partir du 1er janvier 2020. Vous avez une possibilité de congé pour preneur pensionné. Donc, vous êtes un agriculteur qui atteint l'âge légal à la pension, qui touche une pension et qui n'a pas de repreneur dans ses descendants. Même si vous continuez votre activité, eh bien, votre bailleur pourrait vous mettre dehors. Vous avez le congé pour usage familial. Un bailleur a sa maison d'habitation qui touche les terrains que vous lui louez. Il pourrait mettre un terme au bail, mais uniquement pour 20 arts, contigu à l'immeuble d'habitation. Et enfin, vous avez le congé en cas de décès du locataire, uniquement si c'est présent dans le contrat de bail et que le preneur ne laisse pas de repreneur dans ses descendants qui poursuivent le bail. Alors, ce qu'il faut bien retenir par rapport à ces congés, c'est que maintenant, c'est au locataire de contester le congé. Donc, s'il n'est pas d'accord avec un congé que lui adresse son bailleur, c'est au locataire de rouspéter maintenant et d'aller devant le juge de paix. Et le délai de préavis est assez court puisqu'il est de 3 mois. Donc il ne faut pas traîner quand vous recevez un congé pour exploitation personnelle. Si vous n'êtes pas d'accord et que vous voulez contester, il faut être assez rapide pour aller trouver un avocat et contester ce congé. Oui, Corentin, la matière du bail à ferme est très importante et c'est une très grosse matière à expliquer. Peut-être que de manière un peu concise, est-ce que tu pourrais par exemple répondre à cette question? Un propriétaire souhaite vendre une parcelle exploitée en bail à ferme par un agriculteur. Quels sont les droits de l'agriculteur et quelles sont les obligations pour le propriétaire? Alors,
Évidemment, c'est le fameux droit de préemption du locataire. Donc, le principe, c'est que quand le propriétaire met en vente un terrain agricole, eh bien, en principe, le locataire a son fameux droit de préemption. Le droit de préemption, c'est quoi? C'est le droit pour le locataire d'être substitut à l'acquéreur s'il marque accord sur les mêmes conditions du contrat. C'est-à-dire, s'il marque accord sur le prix que remet un candidat acquéreur, eh bien, il peut être remplacé. Le droit de préemption, il n'est pas applicable dans tous les cas. Ça, il faut quand même bien le retenir, notamment quand on est en face d'un locataire qui est retraité et qui n'a pas de descendants susceptibles de prendre. Pour pas mal de terrains à bâtir, il y a même des possibilités de demander au juge de paix d'écarter le droit de préemption dans certains cas pour des motifs sérieux. Alors, ce droit de préemption, il existe que le bien soit vendu de gré à gré, que ça soit une vente publique ou que ça soit une vente via Bidit, par exemple. Alors, les délais seront pas toujours les mêmes, mais par contre, le principe est toujours le même, c'est-à-dire que si le locataire marque accord sur le prix qu'a remis le dernier acquéreur, eh bien, le bien va au locataire. Et donc, c'est là qu'il exerce son droit de préemption. Alors, ce qu'il faut bien retenir par rapport à ce droit de préemption, c'est que si le bailleur ne le respecte pas, eh bien, le locataire a deux options. Soit il demande à être subrogé à l'acquéreur, c'est-à-dire il demande d'acquérir à la place de l'acquéreur, il demande de devenir le propriétaire du terrain en payant le prix, évidemment, et les frais d'acte. Soit il demande une indemnité au vendeur qui n'a pas respecté son droit, qui est égale à 20% du prix de vente. Ça, c'est l'indemnité en cas de non-respect par le bailleur du droit de préemption, mais il y a également une indemnité en cas de spéculation par l'agriculteur. C'est-à-dire un agriculteur qui exerce son droit de préemption, mais en fait, il n'a pas l'intention d'exploiter les terrains derrière. Normalement, il doit au moins les exploiter pendant les 5 ans qui suivent. Mais si on est face à un agriculteur qui revend directement les terrains, par exemple, il s'est juste dit, je vais acheter parce que c'est moins cher sous bail à ferme et après je revends directement libre d'occupation et j'encaisse ma plus-value, eh bien, il y a une indemnité qui peut être demandée par le vendeur à l'agriculteur qui a exercé son droit de préemption, une indemnité qui est égale à 20% du prix de vente. Oui, peut-être une dernière question dans ta présentation. La fille d'un agriculteur termine ses études, par exemple, de bachelier en agronomie, et elle souhaite s'installer avec son papa en association. Quels sont pour elle les droits lors de l'installation? Quelles sont les démarches que le papa doit faire? Et comment peut réagir éventuellement le propriétaire? Alors, on est clairement ici dans le cas d'une cession sans autorisation du bailleur, c'est-à-dire que le bailleur, du locataire, pardon. Donc ici, vous avez un locataire qui voudrait transmettre l'exploitation à sa fille, et donc forcément, il veut également transmettre les baux qu'il a à sa fille, et la loi lui permet de le faire. Elle permet de faire, en fait, de transmettre les baux quand c'est à un descendant ou un enfant adoptif du preneur, de ses conjoints, etc., dans toutes les personnes que vous voyez ici à l'écran. Eh bien, le locataire a la possibilité de leur céder le contrat. Il y a plusieurs choses auxquelles il faut être très attentif quand on est un locataire. C'est, il faut que la cession se fasse à une des personnes qui figurent à l'écran, mais l'autre chose, c'est il faut que la cession se fasse sur la totalité du bail uniquement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas céder une partie du bail. Par exemple, le père ne pourrait pas dire je cède la moitié du contrat à ma fille. Il doit céder tout le contrat à sa fille. Le père ne pourrait pas dire s'il avait deux enfants, il ne pourrait pas dire eh bien je cède la moitié de mon bail à mon fils et l'autre moitié à ma fille. Ce n'est pas possible. On doit céder le bail dans sa totalité. Et donc, par exemple, si le preneur avait deux enfants, eh bien, il devrait céder la totalité du bail aux deux enfants qui deviendraient copreneurs, colocataires. Ça, c'est une première chose et c'est vraiment important à retenir parce que c'est parfois oublié par des locataires. L'autre chose, et ce à quoi il faut être vraiment attentif, c'est la notification au bailleur dans un certain délai. Ce délai, il est de 3 mois. Donc, à partir du moment où vous savez que vous allez transmettre l'exploitation
à votre fille, vous avez tout intérêt à céder directement les baux à votre fille, quitte à après poursuivre l'exploitation en commun avec elle, mais au moins transmettre les baux à son nom, à elle seule, pour ne pas qu'un bailleur vienne derrière vous reprocher et vous dire, mais écoutez, moi, ça fait 10 ans que je reçois le loyer au nom de deux personnes, le père et la fille. Eh bien, vous êtes donc hors délai pour me notifier une cession. C'est beaucoup mieux de faire la cession directement, quitte après à exploiter les terres en commun. Ça, c'est permis par la loi, mais en tout cas, il vaut mieux s'y prendre plus tôt et en fait, dès le moment où vous mettez votre fille, vous inscrivez votre fille ou votre descendant, dès l'instant où elle prend un numéro d'entreprise pour devenir agriculteur ou agricultrice, eh bien, il faut faire les sessions à ce moment-là, vous aurez moins de problèmes par la suite. Et alors, évidemment, ben, vous aurez la question, est-ce que c'est une session simple, c'est-à-dire qui ne fait pas redémarrer le bail à zéro, ou est-ce que c'est une session privilégiée qui fait redémarrer le bail à zéro? Eh bien, suivant le type de contrat de bail dans lequel vous êtes, vous opterez pour l'un ou pour l'autre. Si vous êtes dans un bail classique en général, vous allez faire des sessions privilégiées parce que c'est ce qui vous est permis par la loi et qui vous permet de redémarrer le bail à zéro. Si vous êtes dans un bail de longue durée et de carrière, par exemple, eh bien, vous ne pouvez pas faire de session privilégiée, vous ne pouvez faire qu'une session simple, c'est-à-dire que le contrat est cédé à votre enfant, mais il n'aura pas pour effet d'être redémarré à zéro, et donc il prendra fin à la durée qui était prévue, à la date qui était prévue initialement. Voilà. Voilà, on retrouve bien sûr ici le lien pour accéder à l'Agence du foncier agricole. Merci Corentin pour ton exposé très clair, complet. Bien sûr, ce n'est qu'un premier exposé dans le cadre des agri-web binaires. Nous avons simplement évoqué quelques aspects. Je dirais à tous les participants que nous, organisateurs, on a déjà prévu réorganiser un agri-web binaire dans quelques mois sur des thématiques bien particulières. Vous savez, par exemple, on n'a pas du tout parlé des biens publics. Voilà, on réserve cette matière-là, par exemple, pour un prochain webinaire. Et je vois que dans les questions-réponses, il y a toute une série de questions. Nous allons essayer de répondre à un maximum. Simplement, une petite précision, nous répondons d'une manière générale et en fonction, bien sûr, des éléments de la question. Dans les réponses ou les questions, ne transposez pas ça pour des cas personnels. Il faut rester prudent, je pense, en termes juridiques. Première petite question, très pratico-pratique. Corentin, est-ce qu'il y a des informations et des documents en publication en allemand? Il y a une partie de documents qui est en allemand, mais tout n'a pas été traduit encore. Non, tout n'a pas été traduit, mais il y a les brochures ont été traduites, Oui, certains contrats sont traduits, tous les contrats etc. sont. Et Ouais, progressivement, il y aura des traductions plus ouais, complètes, je pense. tout à fait. Deuxième petite question de Paulette Piron. La première période de bail classique peut être n'importe quel nombre d'années tant que c'est inférieur à 27 ans? Tout à fait. Tant que c'est supérieur ou égal à 9 ans et inférieur à 27 ans. Pourquoi est-ce qu'on va décider d'une première période supérieure à 9 ans? Eh bien, parce que la loi offre des fermages majorés. Donc, par exemple, si vous prévoyez une première période de 18 ans, la loi offre un fermage majoré de 36% sur les terrains et de 18% sur les bâtiments. Et plus on va augmenter, plus on va tendre vers une première période de 27 ans, eh bien, plus on va augmenter au niveau des fermages. Mais au contraire du bail classique ou de longue durée, eh bien, ce n'est que la première période qui va être majorée dans ce sens-là pour le bail classique. Euh, Après, durant la deuxième période, on retombe à zéro et ça réaugmente un petit peu en troisième et quatrième période d'occupation. L'autre avantage de faire une première période d'occupation supérieure à 9 ans dans le bail classique, c'est par rapport au congé pour exploitation personnelle. Donc vous vous rappelez que je vous ai dit, le congé pour exploitation personnelle n'est possible qu'à l'issue de la première période d'occupation, à l'issue de la deuxième, et puis après à n'importe quel moment durant la troisième et quatrième période. Eh bien forcément, si vous prévoyez une première période d'occupation de 26 ans, eh bien le congé pour exploitation personnelle ne pourrait être donné qu'à l'issue de la 26e année, et donc évidemment c'est protecteur pour l'agriculteur. Donc, dans le cadre de la modification de la loi sur le bail à ferme depuis le 1er janvier 2020,
Donc on a dit qu'il y avait une phase transitoire où l'agriculteur pouvait continuer à exploiter son terrain pendant 18 ans. Est-ce que tu peux me confirmer que ces 18 ans correspondent bien à la troisième et quatrième période au niveau légal? Tout à fait. Tout à fait. Et donc, c'est un minimum. Donc, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure avec les vieux baux qui sont avec la période tampon. Eh bien, il y a encore au minimum une troisième et une quatrième période d'occupation, hein, donc de 2020 à 2029 et de 2029 à 2038. Mais si le locataire prouve que son bail, normalement, il devrait se terminer après, hein, ces 18 ans, eh bien, le bail pourra continuer à courir après les 18 ans, bien évidemment. Pascal Blanchard pose encore une question concernant la durée. Dans le cadre d'un nouveau bail, est-ce qu'on peut limiter la durée à 9 ans sans reconduction? Non. Alors, la question suivante de Frédéric Ska. Y a-t-il une... Là, on va faire le lien en quelques mots peut-être avec le bail à ferme et fiscalité. Mhm. Y a-t-il uniquement le bail de longue durée qui permet au propriétaire de ne pas déclarer le revenu cadastral du terrain dans sa déclaration au niveau de l'impôt des personnes physiques, dans sa déclaration de contribution? Les baux supérieurs ou égal à 18 ans dans leur généralité. Et donc le bail de longue durée, de carrière, mais aussi les baux classiques supérieurs ou égal à 18 ans. Également. Véronique Leca, pardon, demande quel est le type de contrat qui peut être conclu sous seing privé. Alors, je pense qu'il faudrait peut-être faire la nuance entre sous seing privé et enregistrement. Oui, donc sous seing privé, ça veut dire que on ne va pas devant un notaire ou devant un comité d'acquisition. La réponse, c'est que tous les baux classiques de 9 ans peuvent être conclus sous seing privé. Par contre, dès l'instant où vous dépassez une première période de 9 ans, normalement, ces baux-là, ils doivent être faits devant un notaire ou un comité d'acquisition quand c'est fait avec un propriétaire public. Annick Velkenhuizen pose la question concernant l'usage de la prairie sous forme de commodat. Un particulier peut-il accorder au même fermier chaque année l'usage de sa prairie en commodat pour la fauche, sans risquer une requalification en bail à ferme? Je suppose que chaque année, il faut signer le commodat. Elle a posé encore une autre question, mais je vais la poser après. Je pense qu'ici, il y a une petite confusion, me semble-t-il, entre le commodat et éventuellement la possibilité de faire une vente d'herbe ou autre chose, puisqu'on mêle les deux commodats, requalification bail à ferme Oui, et chaque année. oui. Alors, je vais peut-être répondre du coup pour les deux cas pour être bien sûr que la question était, enfin, qu'on a répondu à la question. Donc, tant que c'est gratuit, donc tant que le propriétaire du terrain, le vendeur de l'herbe, enfin, ici, celui qui permet à l'agriculteur de faucher, en tout cas, tant que c'est gratuit, qu'il ne reçoit rien de la part de l'agriculteur, eh bien, il n'y aura pas de requalification en bail à ferme possible, puisque le bail à ferme nécessite une contrepartie de l'agriculteur. Donc, tant que c'est gratuit, qu'il n'y a pas de contrepartie, il n'y aura pas de requalification en bail à ferme. Par contre, si il y a une contrepartie et donc s'il y a le versement, par exemple, le paiement de l'achat de l'herbe sur pied qui se fait, eh bien, un juge de paix pourrait considérer l'opération est risquée quand on est un non-agriculteur parce que un juge de paix pourrait considérer que si on vend tout le temps l'herbe au même agriculteur d'année en année, eh bien en fait on a octroyé une occupation du sol et donc que c'est un bail et pas une simple vente d'herbe. Normalement, la vente d'herbe au départ ne devrait pas être qualifiée en bail à ferme, mais un juge de paix va regarder l'opération et va se dire est-ce que c'est vraiment une vente ou est-ce que dans les faits, le propriétaire non agriculteur, il a surtout voulu donner l'occupation du terrain
à l'acheteur de l'herbe. Et si c'est le cas, eh bien, il y aurait une requalification potentielle en bail à ferme. Une vente d'herbe pure et simple, une vente de récolte sur pied normalement, eh bien, c'est un contrat par lequel l'acheteur de la récolte sur pied ne vient sur le terrain que pour faucher, ramasser. Et donc, l'accès au terrain et le contrat ne prévoit que, eh bien, vous allez venir de telle date, telle période à telle période, parce que mon herbe, elle arrive à maturité, vous pouvez venir faucher à cette date-là. Évidemment, le vendeur de l'herbe, bah, c'est lui qui prend à sa charge tous les amendements qui peuvent être mis sur une prairie pour que l'herbe continue à pousser et qu'elle soit de qualité, quoi. Si le vendeur s'est prouvé que c'est lui-même qui effectue les travaux de fertilisation, voire Mm. éventuellement de clôture, etc., et qu'il vend l'herbe, mais il vend l'herbe toujours au même fermier, y a-t-il un risque de requalification? le, le- le- un juge regarde toujours la réalité de l'opération. Et donc, vous dire si ce sera d'office requalifié ou pas, le juge va regarder la requalification. Et donc, concrètement, vous avez des décisions de justice qui disent que dans le cas que Benoît, tu m'as donné, à partir du moment où le propriétaire non agriculteur eh bien, prend à sa charge les travaux d'entretien, que ce soit des clôtures, que ce soit de fertilisation, etc., et qu'il permet un accès au terrain uniquement pour venir faucher, même s'il il refait ça d'année en année, eh bien, il n'y aura pas de requalification qui sera faite. Mais il y a toujours un risque, ça va dépendre du juge, ça va dépendre des circonstances, etc. Euh, la fin de la question était celle-ci. Peut-on se partager le prêt avec le fermier sur l'année, quelques mois pour la fauche et quelques mois pour le pâturage des chevaux, sans que ceci soit qualifié de bail à ferme? Donc ici, la question elle est un peu ambiguë pour moi, parce qu'on parle de quelques mois pour la fauche et quelques mois pour le pâturage des chevaux. Donc, Alors, c'est pas de la vente d'herbe, c'est de l'occupation. ouais, donc dès l'instant où on parle de quelques mois, c'est de l'occupation et plus de la vente. Donc ce sera du bail à ferme. Même en faisant quelques mois uniquement pour la fauche avec un fermier, j'ai des chevaux, le reste du temps, mes chevaux, mes propres chevaux, pâturent la parcelle. Donc c'est-à-dire Par qu'à partir exemple, du... Ouais. en été, l'herbe pousse très fortement, donc à un moment Mm. donné, on a trop d'herbe et on accepte que le voisin fermier fauche et l'occupe entre guillemets quelques mois, pendant quelques mois, 3 mois, mais le reste du temps, ce sont les chevaux du propriétaire qui pâturent. Donc s'il y a une occupation, donc si le propriétaire, s'il y a une occupation du terrain, et que il y aura un bail à ferme. Donc quand Benoît, tu me dis, il y a une occupation du fermier pendant quelques mois, une occupation est une occupation. Et donc Ok. c'est du bail à ferme. Par contre, dans le cas inverse, si on a vraiment une vente avec une période très très réduite en disant, ben voilà, l'herbe arrive à maturité, vous venez faucher entre le 9 juin, le 9 et 11 juin, vous pouvez accéder au terrain uniquement pour... là, par contre, on est beaucoup plus dans de la vente et donc les risques de requalification sont plus faibles. Par contre, un contrat, allez, je vais prendre les deux exemples les deux exemples les plus parlants. Vous avez un contrat de vente d'herbe qui dit, eh bien, l'acheteur de l'herbe aura accès à la parcelle, donc achète l'herbe pour la saison culturelle 2025. Il pourra venir faucher autant de fois que nécessaire, mais aura accès uniquement aux parcelles pour récolter l'herbe. Eh bien, ça, c'est un contrat qui s'étend sur une période. Le locataire, enfin, l'acheteur a accès à la parcelle quand il veut, même si c'est uniquement pour venir faucher l'herbe. Eh bien, il y a beaucoup de chances que ce contrat soit requalifié en bail à ferme. Par contre, dans le sens inverse, un contrat qui dit pour une seule fauche, à cette date-là, vous pouvez venir faucher, récolter l'herbe, eh bien là, par contre, il y a beaucoup moins de risques de requalification. Merci pour les précisions. Il y a beaucoup de questions. Je ne sais pas si on pourra les terminer toutes, mais en tout cas, on va essayer encore d'en prendre pendant 5 ou 10 minutes grand maximum, un maximum de questions. Ici, il y a une grande question. On va essayer de répondre de manière synthétique, mais bien sûr, je pense qu'on peut dire que Corentin serait à la disposition pour répondre à des questions plus précises dans le cadre d'un autre agri-webinaire, voire à d'autres occasions. La révision de 2019 a apporté plusieurs modifications, dont l'obligation du bail écrit pour les nouvelles locations. Que faire si un bail antérieur est resté oral?
non retranscrit avec paiement, parfois du grand-père au père, du grand-père au fils en passant par le père. Quelle validité conserve-t-il? Est-il caduc? Comment définir son échéance, sa durée? Je pense que tu as déjà répondu beaucoup à cette question-là. Peut-être Ouais. en deux mots reprécisés. Donc le bail est toujours valable et vous n'avez pas la possibilité de forcer votre bailleur à conclure un écrit pour l'instant. La possibilité de le forcer le bailleur à passer à l'écrit n'est possible que pour les nouveaux baux ou les nouvelles cessions privilégiées à partir du 1er janvier 2020. Donc, indépendamment du cadre législatif, si dans les faits l'exploitation du terrain est reprise par l'enfant, la location doit-elle être considérée comme un nouveau bail? Si oui, de quel type? Je pense qu'il faut que tu reprécises la différence entre une cession simple et une cession privilégiée, que Oui, ce soit avant ou après le 1er janvier 2020. oui, donc de toute façon, dans les faits, quand vous transmettez un terrain à votre enfant, vous devez le notifier au propriétaire et sous certaines conditions, cette notification a pour effet de redémarrer le bail à zéro. C'est le cas de la cession privilégiée. Alors, dans le cas d'un bail oral non retranscrit, le bailleur propriétaire peut-il donner congé pour vendre un terrain? Donc, Non, un bail puisque, oral ouais, avant 1er janvier 2020, je suppose. non, puisque la clause de congé pour vendre n'est possible que pour les nouveaux baux et les nouveaux baux écrits puisqu'elle doit figurer dans le contrat de bail. Donc, Ah, votre bailleur, de toute façon, il a toujours la possibilité de vendre, mais le terrain ne sera pas vendu libre d'occupation, comme le permet la clause de congé pour vendre, il sera vendu sous bail à ferme. Et donc, vous aurez le droit de préemption l'acquéreur récupère un terrain avec bail à ferme et le bail se poursuit avec le nouvel acquéreur. et donc, le bail même oral, que ce Oui, soit avant le 1er janvier 2020 ou après le 1er janvier 2020, il ouvre oui, de toute façon bien droit au droit de préemption. tout à fait, tout à fait. Et alors, est-ce qu'un bail oral, est-ce que l'agriculteur peut céder son bail sans avis au bailleur? Oui, il peut le céder, mais normalement, il doit quand même avertir le bailleur, Donc, il peut le céder à une des personnes qui figurent dans la un loi, descendant. à un descendant, mais il doit le notifier dans les 3 mois. Donc, c'était ça qui était vraiment important. Par contre, s'il souhaite le céder à quelqu'un d'autre, mais il peut le faire sans l'accord, donc il n'a pas besoin de demander préalablement. Par contre, s'il veut céder à quelqu'un d'autre qu'un de ses descendants, eh bien là, il doit demander l'accord préalablement à son bailleur. Et s'il ne le fait pas, le risque, c'est que le bailleur demande la fin du contrat en justice parce que le locataire n'a pas respecté ces dispositions contractuelles. Je vais juste revenir sur la question d'avant parce que je pense que c'est vraiment important. Donc, maintenant, il y a une obligation de l'écrit pour les nouveaux baux ou pour les sessions privilégiées, les baux qui redémarrent à zéro après le 1er janvier 2020. C'est vraiment très important de respecter ça quand on est locataire, parce que si vous ne passez pas l'écrit et que vous n'enregistrez pas votre bail et le notifiez à l'observatoire, eh bien, votre bailleur, s'il décide de vendre les terrains, un agriculteur qui achèterait les terrains pourrait vous mettre dehors avec des délais de préavis très réduits qui sont de 6 mois. Donc, c'est vraiment très important de passer à l'écrit maintenant pour les nouveaux bouts. Donc, conseil, session privilégiée, plus bail, et si possible, bien discuter avec le propriétaire, parce que quand même dans beaucoup de régions, les propriétaires n'aiment pas trop les Hmm. baux encore écrits, mais je pense que c'est vraiment utile pour le jeune qui reprend une exploitation, qui reprend des terrains de ses parents. Alors, un propriétaire, Alain Ouilan, un propriétaire qui est agriculteur, loue en bail à ferme, le bail a été établi pour donner suite à une cession privilégiée conclue en 2008. Cession privilégiée en 2008. Il n'y a eu aucune démarche en 2020. Le propriétaire reprend ses parcelles. Quel est le délai de reprise? Quelles sont les procédures de reprise? Qui est propriétaire des clôtures des prairies? Et le locataire peut-il démonter les clôtures des prairies? Alors, donc, il y a une session privilégiée en 2008. Donc, s'il y a une session privilégiée, c'est qu'il y a une notification. Je précise bien parce que parfois, c'est pas toujours. S'il y a une session privilégiée, nécessairement, il y a eu une notification du locataire au bailleur qui a envoyé un courrier recommandé en disant attention bailleur, eh bien, je cède mon contrat à un de mes enfants ou mes petits-enfants, je cède mon contrat et ça a pour effet de redémarrer le bail à zéro.
Donc, si ça a été fait en 2008, eh bien, le bail a redémarré à zéro en 2008 pour une première période de 9 ans. Et donc, ça veut dire que ben, on a 2008 plus 36 ans, puisque c'est une fois 9 plus 3 fois 9 ans. Et donc, ça veut dire que si vous me dites ici que le propriétaire récupère ses terres ou veut récupérer les terrains maintenant, eh bien, il souhaite récupérer ces terrains avant la fin du contrat de bail, puisque le contrat de bail, il continue à courir pour le moment. Et donc, pour récupérer ces terrains en tant que propriétaire, il faut être dans une des conditions prévues par la loi. Et la principale condition, en règle générale, c'est congé pour exploitation personnelle. Donc, je suppose qu'on se situe dans ce cas-là. Voilà. Et donc, bah, dans ce cas-là, il y a une fin de bail avec des indemnités, un délai de préavis et tout ce qui s'ensuit. Alors, la propriété des clôtures, en un mot. Ah ben, la propriété des clôtures, ça dépend de si les clôtures appartiennent au propriétaire ou au locataire au départ, quand le bail était conclu. Donc, C'est pour ça que c'est important, je pense, alors, pour les nouveaux baux, pour l'état des d'établir lieux, l'état hein. des lieux, Tout à fait, pour ne évidemment. pas qu'il y ait de contestation ultérieurement. Ouais. Daisy Desblens, quand on a atteint l'âge de la pension, il souhaite avoir une confirmation que ce n'est pas l'âge de la pension qui compte, mais c'est le fait d'avoir une pension. Les deux, évidemment. Donc, c'est Oui. lorsque le locataire atteint l'âge légal de la pension, touche une pension et n'a pas de repreneur dans ses descendants. Alors, Henri Loès, il demande la définition de l'agriculteur actif. Alors, je pense qu'il va falloir que tu fasses en quelques mots la différence entre la notion agriculteur actif pour la PAC et la notion agriculteur pour le bail à ferme. Oui, donc J'espère que j'ai bien traduit la question. l'agriculteur actif, c'est la PAC et la notion d'agriculteur dans le bail à ferme, c'est autre chose. Donc malheureusement ou heureusement, je n'en sais rien, mais en tout cas, les deux définitions d'un agriculteur ne sont pas les mêmes dans la PAC et dans le bail à ferme. Dans le bail à ferme, pour qu'un agriculteur soit reconnu comme un agriculteur dans le bail à ferme, il doit avoir une exploitation agricole, c'est-à-dire l'exploitation de biens immeubles en vue d'y faire des produits agricoles destinés principalement à la vente. C'est ça la définition du bail à ferme. Et donc, pour qu'un agriculteur soit reconnu du point de vue du bail à ferme, il faut qu'il soit professionnel, donc qu'il ait un numéro d'entreprise et qu'il y ait une activité agricole, c'est-à-dire la production de produits agricoles destinés principalement à la vente. C'est ça la condition pour qu'il y ait un bail à ferme et qu'on soit face à un agriculteur. Je reviendrai à la question 12 après si on a le temps, parce que je change de personne. Quelle est la durée du congé pour exploitation personnelle? Ça, Alors, ça ça dépend dépend. de la période. Donc, si on prend le bail classique, c'est minimum 2 ans, maximum 4 ans avant la fin de la première période d'occupation. Minimum 2 ans, maximum 4 avant la fin de la deuxième période d'occupation. Et puis, à partir de la troisième période d'occupation, à n'importe quel moment, moyennant un préavis de minimum 3 ans, maximum 4 ans. Pour le bail de longue durée, c'est délai de préavis de minimum 3 ans, maximum 4 ans avant la fin de la période de 27 ans. Et alors, vous avez des petites dérogations, type si vous êtes face à un agriculteur retraité, donc qui atteint l'âge légal de la pension, touche une pension et n'a pas de repreneur dans ses descendants, vous pouvez remettre le congé avec un délai de préavis minimum 1 an, maximum 4 ans, peu importe la période, peu importe le bail. C'est la même chose pour les baux qui n'ont pas été mis par écrit, hein. Donc je donnais le cas tout à l'heure, hein. Les baux qui n'ont pas été mis par écrit, les baux postérieurs au 1er janvier 2020 qui n'ont pas été mis par écrit, eh bien, vous avez pour la possibilité pour l'acquéreur eh bien, de mettre le locataire dehors, quelle que soit la période, et avec un délai de préavis de 6 mois. C'est les deux petites exceptions. Et pour le terrain à bâtir, Alors, ce qu'il faut le retenir, parce délai? que c'est compliqué de donner les délais pour les terrains à bâtir, parce que suivant les cas, ce ne sera pas toujours les mêmes délais. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand vous avez un terrain à bâtir sans travaux de voirie à effectuer, un terrain à bâtir non bâti et sans travaux de voirie à effectuer, le délai de préavis est de 3 mois. Et quand je dis sans travaux de voirie, c'est uniquement, il n'y a pas de route à tracer, quoi. Les questions d'égouttage, d'équipement, etc. n'interviennent pas. C'est est-ce que vous avez un terrain à bâtir sans travaux de voirie effectués. Donc là, le délai de préavis, c'est de 3 mois. Et il faut joindre au permis le permis d'urbanisme. Il faut joindre au congé le permis d'urbanisme.
Je pense qu'on a déjà répondu à la question de Véronique Leca. Donc, dans le cadre d'un bail conclu avant le 1er janvier 2002, donc ça veut dire un bail de plus de 18 ans au 1er janvier 2020, est-ce qu'à partir du 1er janvier 2020, c'est la troisième période? Je crois que je t'ai posé la question, tu confirmes. Et donc, possibilité de reprendre directement pour occupation personnelle. Oui. Alors, quand c'est un bail antérieur au 1er janvier 2002, qui était de 9 ans, parce qu'évidemment, si on a un Oui, un bail de bail classique, 18 je ans, oui, suppose. un bail classique de 9 ans, parce qu'évidemment, si on a un bail classique de 18 ans conclu en 2000, on ne rentre pas dans la... Mais par contre, un bail de 9 ans qui est antérieur au 1er janvier 2002, eh bien, effectivement, le congé pour exploitation personnelle peut être donné à n'importe quel moment à partir du 1er janvier 2020, puisqu'on est en troisième période d'occupation, et donc congé avec délai de préavis de 3 ans minimum. Question de Julien Vanov un peu tordue. Comme contrepartie de location pour bail gratuit, hein, la mise à disposition d'une autre parcelle pourrait-elle être considérée comme élément de paiement et donc existence de bail? Donc je pense que Corentin, tu réponds bien en fonction de ce qui est écrit. Euh, On est quand même sur deux parcelles différentes. donc la mise à disposition d'une autre parcelle, Gratuite ne pourrait pas, ne peut pas être considérée comme une contrepartie de location pour bail gratuit pour, pour une autre parcelle. donc pour moi C'est deux. c'est un échange de culture et donc ce ne sera pas un bail à ferme. Ce ne sera pas qualifié en bail à ferme. Alors, j'ai une bail de longue durée de 26 ans. 26 ans. Je ne sais pas si je dois interpréter de 26 ans ou il y a 26 ans. Sera-t-il reconduit de 9 ans ou finit-il en 2030? Le 2030 me perturbe un peu. Si c'est donc un bail de 26 ans n'est pas un bail de longue durée, c'est un bail classique qui prévoit une première période d'occupation de 26 ans. Et donc, si c'est un bail de 26 ans, donc attention qu'il faut que ça soit, que dans le bail, il figure que la première période est de 26 ans. Si c'est un bail classique qui dure depuis 26 ans, c'est pas un bail d'une première période de 26 ans, hein. Donc, Oui. pour qu'un bail soit d'une première période de 26 ans, il faut que ça soit prévu dans le contrat de bail que la première période est de 26 ans. Si c'est le cas, ce sera 26 plus 3 fois 9. Oui, je pense que pour bien répondre à cette question-là, il faudrait être peut-être un peu plus précis. La durée de congé pour exploitation personnelle, je crois que tu as répondu. Il y a encore ici le bail classique, session privilégiée avant l'expiration des 36 ans. Le bail repart-il au moment de la session privilégiée pour une nouvelle période de 4 fois 9 ans? Tu as répondu oui. Oui, Et on a bien mis en garde qu'on conseillait vivement de faire un bail écrit en plus. tout à fait. Est-il obligatoire de faire un écrit après une session privilégiée? On a répondu c'est oui. Est-ce que la fin du bail est automatique ou bien faut-il aussi donner le congé dans le cadre d'un propriétaire non agriculteur qui pendant 2 années consécutives fait de la vente d'herbe à l'agriculteur et dans les faits l'agriculteur fait paître ses vaches? C'est un peu un cas particulier ça. Puis Donc, depuis juste pour ouais, préciser, répond d'une hein, manière ouais. générale parce que Donc, ça devient un juste peu pour compliqué. préciser, une vente d'herbe, c'est couper de l'herbe et l'emporter. À partir du moment où on fait paître ses vaches sur le terrain, ce n'est pas une vente d'herbe, c'est une occupation du sol. Et à partir du moment où c'est une occupation du sol, ce sera soit un contrat de culture, soit un bail à ferme. Si le propriétaire n'est pas agriculteur, ce sera un bail à ferme. Je vais peut-être Euh, me faire l'avocat du diable. ouais. Pourtant, il existe des contrats de pâturage où Donc les on contrats de précise pâturage, bien ouais, qu'on enlève l'herbe, hein, c'est entre guillemets l'enlèvement de l'herbe pendant quelques jours par des vaches. c'est ça, c'est un contrat Mais de culture. est-ce qu'on peut assimiler ça plutôt comme de la vente d'herbe ou plutôt comme une occupation? C'est une occupation. Et donc ce sera soit un contrat de culture, soit un bail à ferme. Alors, ça je pense. Oui, on a fait une vente d'herbe pendant 2 ans et puis alors pendant 15 ans, on l'a mis gratuitement sans contrepartie. Si c'est gratuit, il n'y a pas de bail. Mhm, oui. Je confirme. Donc, je pense, est-ce que mes collègues, avez-vous vérifié ou avez-vous des questions supplémentaires? Je pense qu'il est l'heure, il est grand temps d'arrêter. Et je pense que nous allons arrêter à cet instant, puisqu'il y a peut-être encore des questions, mais ce sera pour une prochaine fois. En tout cas, Corentin, je te remercie vivement pour cet exposé. Je remercie tous les participants. Je leur demande encore